tu parles. Bonjour Victoria. Bonjour. Tu me dis plus, tu me dis tu me dis plus tu. Ouais, on est un peu stress parce qu'on est lundi, il est 15h06. Grand dame, on a démarré en retard, ça nous correspond tellement pas. Mais c'est parce qu'on a une chouette invitée et puis on était déjà en train de causer hors micro. Qu'est-ce qu'il y a, c'est ça devient tellement Mais oui, naturel mais qu'on n'a oui. plus le stress, tu vois. On est en live et puis voilà. Donc, Voilà, on était en train de faire le tour du propriétaire avec notre invité qui nous attend sagement dans un autre coin du studio, ensoleillé, on va dire. Vous verrez pourquoi je vous raconte ça. Mais avant de faire sa connaissance, eh bien, on balance le magnéto pour vous rappeler que les Comin Mag Live sont sponsorisés par l'association Le Meilleur d'eux. D'ailleurs, Le Meilleur d'eux, c'est Et oui, le meilleur de la pub, soutenu par le meilleur d'eux, et pour lequel vous avez le droit de sortir vos plus beaux projets. Vous avez jusqu'à début août pour sortir vos plus belles campagnes, vos plus beaux projets. Ça se passe sur lemeilleurdelapub.ch. J'avais envie de faire un gag aujourd'hui, puisque effectivement, je commence toujours ma phrase par mais de qui s'agit-il en parlant de notre invité. Mais comme je sais qui c'est, je vais dire la question est vite répondue. c'est quel lancement, mon Dieu. Alors bonjour. Donc voilà, notre invitée aujourd'hui est Nathalie Sarrazin, conseillère pédagogique de la HEG Valais. Bonjour Nathalie. Bonjour Victoria. Alors voilà, chaque semaine maintenant, on alterne, on a des agences et on a des nouvelles agences le vendredi. Et puis on a une thématique dans la semaine. La semaine dernière, c'était le commerce en ligne. Et cette semaine, ça va être le télétravail. Alors, Nathalie, toi, on va le prendre sous l'angle de la formation. Toi, tu as été mandatée pour justement préparer ce télétravail pour les enseignants de la HEG. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, puis après, on verra un petit peu les choix des outils, enfin, quels sont les freins, les plus. Alors, démarrons par le départ. On te demande, voilà, tout d'un coup, il y a la pandémie, tu dois faire quelque chose, et comment ça se passe? Alors, je crois que déjà de dire que j'étais chargée de me préparer ou de préparer les autres, c'est un peu exagéré puisque nous, on a appris un peu comme tout le monde le 13 mars. Alors, on s'y attendait un peu à partir du 11, mais le 13 mars, on a appris que c'était fini des cours en présentiel. Donc, on n'aurait plus la possibilité de le faire avec nos étudiants. On a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on n'a pas dû commencer les cours. Donc, ça, c'était un vendredi. On n'a pas dû commencer les cours directement le lundi parce que je pense que personne n'aurait pu faire ça. Et donc, on nous a laissé une semaine en disant, voilà, vous avez une semaine, largement suffisant. Ça fait finalement que 15 ans qu'on essaie de s'y préparer. Donc, une semaine, c'était assez pour passer, en fait, tous les cours de toutes les branches, de toutes les matières. Moi, je travaille en l'occurrence à la Haute École de Gestion. Donc, voilà, pour les passer à distance. Alors, c'est un sacré enjeu parce que finalement, on n'était pas prêt, mais pas prêt, je dirais, au niveau du capital humain. On parle de télétravail. On n'était pas prêt au niveau des installations. Donc, la grande chance qu'on avait quand même, c'est que soit nos professeurs, soit nos étudiants étaient dans une très, très grande majorité équipés d'ordinateurs portables. C'est qu'on est rentré avec nos livres et notre ordinateur. Mais de là à dire qu'on était capable de passer tous les cours à distance, c'était un sérieux challenge et en tout cas ambitieux. Voilà. Parce que, Donc, effectivement, quand on dit passer des cours à distance, ça veut dire aussi préparer des cours pour pouvoir, je sais pas, en distance, on garde les 45 minutes ou comment on fait? Ou on fait des plages plus courtes? alors ça, c'est une très bonne question parce qu'elle renvoie. Alors, on nous a parlé d'abord de plein de mots nouveaux. Hein, on a appris plein de mots. Alors, on les comprend tous. Hein, je crois qu'on les a tous entendus maintenant. On les comprend. Mais en fait, on les avait jamais utilisés. Le premier, ça s'est appelé la continuité pédagogique. Donc, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est dire, allez les gars, on y va, on est derrière vous. Faut y aller, faut continuer. Contrairement peut-être aux plus jeunes, hein, où on a arrêté en fait d'apporter de nouvelles matières, où il y aura pas d'évaluation, etc. Chez les primaires et les secondaires. Au niveau tertiaire, on a continué. Donc ça, c'est le premier élément
élément, ça veut dire on doit continuer d'amener la même matière. Donc après, comment le faire? Eh ben, on a eu des grosses discussions. Enfin, je vous cache pas que entre le vendredi soir 13, le samedi, le dimanche et encore le lundi matin, on s'est cherché quoi beaucoup en disant voilà quelles sont les options qui arrivent. Et là, on a deux mots magnifiques que maintenant tout le monde utilise, qui sont le synchrone et l'asynchrone. Alors, est-ce qu'on peut faire du synchrone ou de l'asynchrone? Ben, finalement, il faut juste se dire qu'on doit partir avec les gens qu'on a. Ça veut dire qu'on a des gens qui sont très à l'aise avec les technologies, mais il ne faut pas croire que tout le monde a le même niveau d'aptitude et de facilité. Quand je vous vois faire vos lives, on voit que vous avez bien pratiqué. Moi, je suis très contente d'avoir rien à faire de ce côté-là, parce que normalement, je suis en régie aussi quand je suis avec mes étudiants. Et c'est vrai que c'est une pratique de croire qu'on est tous très à l'aise, que c'est facile, qu'on balance du live et qu'il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça s'exerce. Enfin, je vois Thierry sourire, mais c'est vrai que ça s'exerce. Voilà. Et ça, c'est un exercice qu'on n'avait pas, pour la simple et bonne raison que nous, on a passé d'un enseignement, alors quasiment interdit à distance, à une obligation. Vous imaginez le gaffe qu'il faut faire, mais on avait 7 jours, donc ça va, c'était pas non plus terrible. Donc la première chose à laquelle on a réfléchi, c'est justement cette gestion du temps, en fait. Et on se rend bien compte que si tout le monde passe à de l'asynchrone et qu'on perd la notion du temps comme on avait en classe, parce que finalement, et là c'est une grosse réflexion qu'on a, je vous cache pas maintenant pour la rentrée, c'est de dire est-ce qu'on doit garder ces tranches horaires? Alors nous, c'est rarement 45 minutes, c'est plutôt par heure et demie ou par 2 tranches d'1 heure et demie, on va dire, qui représentent à peu près une demi-journée. Mais est-ce qu'on va garder ce découpage-là ou est-ce qu'on va arriver vers quelque chose d'un peu plus modulaire, de manière à pouvoir définir qu'une journée, on passe à distance complètement et une deuxième journée pourrait être présentielle, ce qui est l'hybridation en fait de l'enseignement. Donc nous, le premier pas, ça a été de dire chacun reste chez soi. Déjà, premier pas, mais chacun reste sur sa tranche horaire. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit d'empiéter sur la tranche horaire de nos collègues. Ce qui fait que les étudiants n'avaient pas 2 cours en même temps à suivre ou quoi que ce soit. S'ils avaient le marketing, alors chez moi, j'ai des tranches horaires toujours extraordinaires et je profite pour le placer. Donc, j'ai le marketing le lundi soir de 18h45 à 21h15. Tout le monde se bat pour avoir ses horaires. Mais ça veut dire que ce créneau-là, il m'était réservé et durant cette heure, enfin, ces 2h15 en l'occurrence, je pouvais faire ce que je voulais. Donc ça, c'était déjà cool. Mais ça veut dire que la macroéconomie avait son même créneau horaire, etc. Et chacun a gardé son espace-temps. Après, on avait différents niveaux de capacité de littératie numérique, je dirais, ce qui fait que certains se sont sentis très à l'aise de dire « Ah ben, je crée vite des capsules, je vais chercher du contenu sur Internet, etc. » Alors là, il faut aussi casser un mythe, c'est que du contenu sur Internet, il y en a plein. Du jour au lendemain, de trouver des contenus pertinents, cohérents, dans la bonne langue, c'est voilà. Mais on avait 7 jours, donc ça allait. On a eu le temps de se promener, de chercher. Et puis, c'est de dire qu'est-ce que je fais. Et il y a quand même un choix qui a dû être fait par les gens. Est-ce que je me sens capable de créer des contenus? D'ailleurs, typiquement, moi, je vous ai pris comme expert parce que j'ai créé des petites capsules d'experts comme ça en marketing. Voilà, les gens ont l'habitude de parler, ils étaient tous très à l'aise. Ou est-ce que je pars sur ce qu'on appelait du synchrone, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on fait là. Imaginez maintenant, 2h15, je l'ai fait ce matin, en l'occurrence, j'ai suivi un cours de 9h à midi, mais il faut juste penser à la capacité d'attention qu'on a, à la capacité d'engager l'étudiant dans l'apprentissage, à sa capacité de mémoriser, de structurer, d'échanger. Et puis là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'outils. Alors, assez vite, quand on a dit on garde les tranches horaires, on est passé sur les outils et on s'est dit on a besoin de 3 types d'outils clairement. Alors, le premier, là, vous vous en doutez quand même, c'est la visio. Et je vois toujours sourire Thierry, je sais à quoi il pense. Donc, il a fallu réfléchir à des outils. à des outils de visio qui correspondaient à des besoins et des usages qu'on avait. Il a fallu ensuite trouver des outils en fait pour déposer des documents pour pouvoir les échanger. Et nous, on avait une chance extraordinaire. Alors là, vraiment, merci à notre école et merci à notre centre Cyberlearn qui s'en occupe. C'est Moodle. En fait, on a un Moodle qui est installé et qui est utilisé depuis de très nombreuses années. Ça fait, je pense, mon Dieu, pas loin d'une quinzaine d'années qu'on utilise ces outils, alors qui ont évolué évidemment au fur du temps. Mais enfin, on est très à l'aise avec ça. Nos étudiants sont très à l'aise. Surtout, ils ont un compte et ils savent un peu naviguer là-dedans. On va revenir sur les outils, mais je voudrais juste choper au vol le mot qui a été lâché. On a parlé marketing, hein, donc moi j'ai envie de te challenger sur une question très très basique, hein, très simple. Quel a été le marketing que tu as mis en place pour vendre l'idée à tes collègues et peut-être aussi aux étudiants d'oser l'apprentissage à distance, la formation, le suivi et peut-être même, je ne sais pas, des examens. Comment tu as vendu ça? Comment tu l'as promu?
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est le constat de mon échec, en fait, parce que moi, ça fait 15 ans que je le promeux et ça marchait pas. À l'inverse, ça arrive et dit on ferme tout, ça marche du premier coup. Donc, il faut juste se dire, à un moment donné, en fait, c'est les circonstances qui ont fait que ça a marché. On n'a plus le choix. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, de où étaient les gens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient simplement un accès à ces outils? Est-ce qu'ils avaient la capacité de les utiliser? Est-ce qu'ils comprenaient comment ça marchait? Ou est-ce qu'enfin, ils arrivaient au niveau suprême, la création de contenu? Et en fait, quand on n'a plus le choix, puis qu'on se rend compte qu'il reste, il restait du temps, hein, je veux dire, entre le 13 mars et là, on finit cette semaine les derniers cours, ça en fait des capsules et des contenus à créer, et etc. C'était pas évident. Et c'est de dire, quand on se rend compte tout ce qu'il y a encore à transmettre, parce qu'on est encore dans de la transmission de savoir ou de compétences, savoir comment on discute, on se rend compte il va falloir trouver des aides et des manières de faire. Et après, je pense qu'il y a un élément qui est très important qui est apparu lors de cette pandémie, parce qu'on dit toujours c'est mauvais, c'était nul et tout ça, c'est la solidarité. Moi, d'histoire de professeurs-chercheurs, j'ai jamais vu une telle solidarité entre les institutions d'enseignement supérieur, que ce soit les universités, les HES, les Fernfachhochschule et autres. Il y a eu une solidarité face à la crise, mais au niveau mondial, je dirais presque. Alors évidemment, ça c'est un peu structuré par langue, parce que là, c'est du marketing. On fonctionne dans chaque univers quand même un petit peu au niveau de sa culture. Hein. D'ailleurs, on a bien compris que plus on était au nord, moins c'était bec, et puis plus on était au sud, plus il y avait des soucis. Donc voilà, c'est des choses à mettre en place. Donc comment convaincre les collègues? Ils ont été convaincus tout seuls, c'est qu'ils se sont retrouvés face à une difficulté majeure. Plus ils avaient des difficultés au niveau de, qu'est-ce qu'il faut dire, la capacité à créer des contenus nouveaux, plus ils étaient perdus par rapport à ces outils. Il faut juste imaginer que sans outils, on ne pouvait plus communiquer à ses étudiants. C'est un truc horrible. Alors, bien sûr qu'on peut envoyer des mails, hein, qu'on soit clair, mais ça, c'est fini, quoi. Je veux dire, il fallait soudain faire de la visio, il fallait soudain faire des espaces collaboratifs, il fallait créer de l'interaction durant les cours, parce qu'on ne donne pas un cours à distance comme on donne un cours en ligne. Et là, peut-être, pour terminer sur la durée, on s'est rendu compte très rapidement que si on faisait de la synchrone, du synchrone, on va dire comme ça, il fallait impérativement revoir la dotation horaire parce qu'on ne pouvait pas, décemment pas, envoyer des trop longues périodes de synchrone. Donc, faire un moment où on parle, faire des exercices, créer volontairement des groupes au sein de nos étudiants de manière à ce qu'ils se mettent eux au travail en fait ensemble. Et même sans parler d'outils, là, je dirais que c'est le rôle de l'enseignant en fait d'amener une dynamique dans sa classe pour dire voilà, il y a une partie de théorie que je dois amener. Et finalement, c'est de se reposer la bonne question. Moi, je ne sais plus qui l'a dit dans les auteurs. Il disait on doit redonner du sens à la présence. Au moment où je suis là, c'est pas pour vomir le livre et parler du livre qu'ils ont pu lire seuls. Si je suis là, c'est pour créer une interaction, discuter, pour amener de la valeur à la présence qu'on a d'être ensemble. Nathalie, puis, oui. Ouais, peut-être avant d'aborder sur les usages, hein, comment les usages ont été adoptés. Alors, comment vous avez fait pour choisir une plateforme et comment vous êtes mis d'accord pour que tout le monde, enfin, je ne sais pas si chez vous, vous avez vous travaillez sur plusieurs plateformes ou vous avez vraiment choisi une seule. Comment ça a été fait, cette partie un peu plus technologique? Alors, j'étais au front, hein, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'utilisait rien. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour demain? Bien sûr qu'on utilisait Skype, etc. Mais à petit groupe, jamais on a eu 40 personnes à se connecter en même temps sur une visio. Donc, on a hésité à faire du YouTube en disant, voilà, on fait comme le Conseil fédéral, tac, on y va à 13h, à 15h, et c'est parti. Et puis non, on s'est dit, il faut qu'on teste. Alors, on avait, et ça c'est, alors voilà, moi je pense que notre école a joué d'une chance extraordinaire, c'est qu'ils nous ont installé Teams et la suite Microsoft 365 en septembre. Et avec nos classes, avec mon collègue, on a décidé de partir directement avec ce truc qu'on comprenait rien. Il faut juste être clair, c'est que sans avoir la différence, enfin ceux qui l'ont un peu testé maintenant, on est tous dieux du Teams, mais enfin, il faut imaginer quand on savait rien comment ça marchait. Je savais même pas comment intégrer mes étudiants. Je les ai fait un par un. Je savais pas si je pouvais les faire en groupe. Et on a dit, on peut essayer ce truc-là. Mais honnêtement, le Teams du 13 mars, c'était une calamité pour l'enseignement. Ça allait pas du tout. On voyait 4 personnes à la fois. Nous, on en a 40. Je veux dire, en gros, on perdait le contact. Et ça, c'est aussi, quel est le rôle de l'enseignant? Finalement, il en a 3 et on s'est concentré sur un seul. Et ça, c'est peut-être le feedback qu'on a maintenant. On s'est concentré sur ce qu'on appelle la présence enseignante. C'est-à-dire, créer des contenus et donner ce cours. On fait ça très bien au cours. Quand on est dans une salle, on fait un peu du show, un peu du théâtre et on raconte nos histoires, là. Mais soudain, quand on est en ligne, on a dû le faire différemment, mais on a créé des capsules où on a expliqué différemment, où on a été chercher des ressources parce qu'il y a énormément de choses qui existent aussi. Deuxième chose, c'est la présence, à mon avis, qui a été le plus sous-estimée, c'est qu'on n'a pas eu le temps. Mais il faut juste se dire que 7 jours, ça paraît long parce que ça fait beaucoup d'heures, mais on a dormi aussi un peu. Et c'est-à-dire que la partie cognitive, c'est-à-dire les feedbacks, revoir les objectifs, tout ça, c'était compliqué.
Et quand même, on a eu une grosse chance. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles, parce que là, de nouveau, je parle pour mon école, mais ça a été assez partagé, ces sentiments-là. On a eu le droit, et c'est la première fois, ça fait 20 ans que j'enseigne, c'est la première fois qu'on a le droit de faire ça dans l'enseignement supérieur, de revoir les objectifs de cours et les modes d'évaluation durant un semestre. Ça veut dire que normalement, on a une espèce de contrat avec l'étudiant qui est défini au début du semestre où on dit voilà quels sont les objectifs, voilà où on va vous amener, voilà ce sur quoi vous serez évalué et on leur dit le premier jour de cours la méthode d'évaluation. Et chez nous, la méthode d'évaluation, c'est un examen écrit qui dure, alors c'est une demi-heure par 45 minutes enseignées durant le semestre. Donc, moi, j'ai 3 fois 45, ça me fait 90 minutes d'examen écrit à la fin du semestre. Voilà. Sauf qu'on se rend bien compte que quand on. Alors, déjà, on nous a enlevé une semaine de cours, de la semaine du 16 mars, là, vu qu'on devait se préparer. Donc, on s'est bien rendu compte assez rapidement qu'on n'arriverait pas à faire la même chose, à changer le mode de transmission de l'information et puis à atteindre les mêmes objectifs. Donc, on les a revus et surtout, ce qu'on nous a permis de faire, c'est de changer le mode d'évaluation. Et pour moi, c'était une chance extraordinaire parce qu'on a pu casser un petit peu ce mythe de l'examen, parce que moi, je suis une fervente du non-examen, mais enfin, ça, c'est encore un autre débat. Pour dire que si on veut valider une compétence, peut-être qu'il faut activer l'étudiant pour qu'il fasse quelque chose, qui nous prouve qu'il a réussi à faire. Alors, j'ai aussi une branche, le marketing, qui s'y prête bien, où on peut les activer, on peut leur faire quelque chose, ils peuvent justifier qu'ils ont compris à travers l'application d'un examen. Voilà. Donc, en fait, on a pu changer la méthode d'examen parce que nous avons, et ça commence lundi prochain, les examens qui vont commencer. Et ça veut dire que ça a dû être revu aussi, toute cette stratégie d'examination en fait, des études. Mais vous les faites en écrit, par oral? Comment ça se fait, ces examens? Alors, chez nous, on a 3 modes. Alors, ça dépend vraiment des écoles. Si je reprends même au sein de la HESSO, tout le monde n'est pas d'accord. Si je prends l'exemple de la HEARC, donc Neuchâtel, etc., eux ont décidé que tous les examens seraient en présentiel. Alors, c'est une chance extraordinaire parce qu'ils sont dans le connu. La seule chose qu'ils doivent gérer, c'est un peu de logistique avec des masques, des plexis et des trucs. Mais à mon avis, ils vont rater tout l'apprentissage qu'on va faire cette année et qui sera extraordinaire parce que, soyons clairs, et là, ça n'engage que moi, mais je pense que ça, c'est juste. On ne sait pas faire. Jamais on a eu à faire toute une session d'examen à distance et jamais nos étudiants n'ont eu à faire toute une session d'examen à distance. Ils n'en ont même pas, à mon avis, ils n'en ont jamais fait même un seul. Faire sur des outils numériques, oui. Faire à distance, non. C'est le propre du prof là, de surveiller un examen. Ça fait partie de notre ADN. Donc, en principe, on est là. Et là, nous, on a laissé 3 possibilités. Durant la semaine d'examen, donc du 22, c'est soit un oral, soit un écrit. Et si c'est un écrit, c'est soit à distance, soit en présence. Voilà. Mais à distance, ça veut dire quoi? Vous les surveillez, vous êtes là, vous les voyez écrire comment vous... Alors là, je ne peux pas donner tous nos trucs parce que sinon on est fichu. On avait 2 méthodes. C'était soit on partait sur du proctoring, c'est-à-dire de la surveillance informatique, moi j'appelle ça abusive, mais enfin voilà, donc extrême. Et puis là, ça aurait risqué de stresser encore plus les étudiants parce que quand je dis qu'ils n'ont jamais fait d'examen à distance, ils ne les ont jamais fait. Donc c'est un truc complètement nouveau qui les stresse. Il ne faut pas oublier que pour eux, l'examen va compter. Alors, c'est clair que si c'est une session de parenthèse qui compte à blanc, mais plus ou moins, c'est-à-dire que s'ils ratent leurs examens à ce moment-là, ils pourront refaire l'année sans que ça compte comme premier échec. Alors, ça a l'air gentil, mais bon, qui sait qui a envie de refaire l'année, même si ça compte pas comme premier échec, c'est quand même un peu pourri. Mais enfin, la pression, elle est moindre que sur les autres années. Mais ça veut quand même dire qu'on place ces étudiants qui n'ont rien demandé. C'est des étudiants qui n'ont jamais voulu faire des études à distance. Ils voulaient faire des études comme les autres, tranquillement assis au fond de la classe. Et soudain, pouf, on les met à distance, on leur met face à des outils numériques qu'ils maîtrisent pas non plus toujours très, très bien pour apprendre, pour jouer, ça va bien, mais pour apprendre, pas toujours. Et puis, on leur dit, voilà, en plus, l'examen sera comme ça. Donc, eux, ils sont un peu tendus. Donc, leur rajouter une couche de surveillance numérique, ouais, je trouvais ça un peu pourri. Après, il y a la version, moi, j'appelle ça bienveillante, mais surveillée quand même. On y est. Donc, ça veut dire qu'on va évidemment faire tout pour qu'il n'y ait pas de fraude. Chez nous, c'est la fraude qui est le plus grave. Donc, on a demandé aux enseignants de faire des examens où ils étaient conscients que l'étudiant avait accès à peu près à tout parce qu'on ne peut pas contrôler qu'ils n'aient pas 36 écrans, 12 appareils, etc. Et puis, on a mis en place des systèmes qui font que soit l'étudiant a un examen unique, en tant qu'on l'interroge sur sa propre expérience ou un cas qu'il a lui-même traité, etc., auquel cas, il est un peu tout seul face à son examen. Soit on lui pose sur Moodle 3000 questions en l'espace de 15 minutes, puis du coup, s'il doit répondre à tout ça, puis qu'il pose la question, c'est déjà fichu pour lui. Donc, on a mis en place comme ça des meilleures pratiques, mais qu'on a imaginées. Donc, elles ont été testées
pour 2 faux, c'est tout. Donc, moi, je pense que cette session d'examen, elle sera extraordinaire pour tout le monde parce qu'on va progresser dans ce qu'on va savoir. On saura comment ça se passe et toutes les unies du monde. Et je disais, c'est une occasion en or parce que finalement, on est tous bienveillants les uns avec les autres. On sera bienveillants avec nos étudiants, bienveillants avec nos erreurs parce qu'on va en faire, nous, en tant qu'enseignants, en tant que surveillants, en tant que tout. Mais on apprendra tous en même temps. Et c'est une occasion unique. Et moi, je pense que quand même, ce Covid, il aura été pourri pour plein de choses. Mais l'avantage, il nous a placés tous dans l'obligation, enfin, de progresser dans le numérique. On le dit, hein, on le répète très souvent, c'est pas l'IT manager, c'est pas le chef d'entreprise, c'est pas le directeur de l'école, c'est un virus qui nous a obligés à nous y mettre et à travailler différemment. Toi, tu vois comment la suite? Parce qu'on a posé la question à 2-3 chefs d'entreprise, hein, parce que même si on invite comme ça des agences dans le Coming Mag Live, on s'adresse très souvent à des entrepreneurs. Hein, quand on est patron d'agence, c'est quand même un petit peu la casquette à laquelle avec laquelle on doit œuvrer. Comment tu vois la suite? Est-ce qu'on va rester dans une mouvance pour la formation de mélanger le présentiel et online? Est-ce que ça, c'est des choses qui vont rester? Est-ce que vous en parlez déjà au sein des hautes écoles? On parle même que de ça. L'idée, c'est qu'il y a eu, alors, c'est clair, on parle que de ça parce que demain, c'est la rentrée. Hein. Je veux dire, si on part du principe que jusqu'à la mi-juillet, on est occupé avec les examens et les corrections, et puis qu'après, ces pauvres profs qui vont, voilà, qui ont souffert comme jamais de faire 2 jobs à la fois là durant quelques mois, veulent se reposer pour repartir sur de la recherche et d'autres idées, on va plus les voir jusqu'au grosso modo début mi-août. Après, alors, c'est l'année académique, donc on a les travaux de bachelor, on a les examens de rattrapage, etc. Il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien. Et c'est de se dire que si on veut pouvoir être prêt pour, pas une deuxième vague, mais être prêt pour de l'enseignement hybride, parce que moi, je ne crois pas le tout à distance, je pense que ça a été une souffrance, parce qu'il y a une présence enseignante dont on n'a pas parlé, c'est vraiment cette présence sociale. Le jeu social de l'école, il n'est pas anodin et il est fondamental. Ça veut dire que plus on monte, alors ça, c'est totalement empirique et je pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse une étude là-dessus et on va certainement le faire, c'est que plus on monte dans les années d'études, mieux ça va le travail à distance parce que l'étudiant, il connaît son université, il connaît ses proches, il connaît ses partenaires d'études et il peut trouver lui-même des ressources pour mieux performer. L'étudiant qui arrive, nous, on a eu quand même des étudiants qui ont fait un seul semestre et qui se retrouvent baldang à la fin. Alors, déjà, ça n'a pas été nécessairement très drôle parce qu'ils sortaient d'examen, ils venaient de recommencer le 2e semestre et boum, ils sont mis à distance. Donc, ils ne connaissent pas nécessairement leur environnement, ils ne connaissent pas nécessairement la manière dont ils seront évalués, ils connaissent un peu leurs profs, mais je ne suis pas sûre qu'ils sachent le nom de tous. Et puis, pour mettre en place une autonomie d'apprentissage, je pense que c'est compliqué. Ils sont encore pas, je veux pas dire des vrais étudiants, mais enfin, ils sont encore pas tout à fait dans cette mouvance. Et l'idée, c'est que plus ils sont proches de la première année, plus il faut les aider et la présence sociale aide beaucoup. Ils savent où sont la bibliothèque, ils peuvent se mettre ensemble, on peut faire, alors, je veux pas dire des jeux, mais enfin, on peut les mettre ensemble pour travailler et puis on leur apprend à être des étudiants plutôt que des élèves, en fait. C'est ça un peu l'idée aussi. Donc moi, j'imagine que la suite, le tout en présence, ce sera non, parce qu'en fait, on a déjà des populations d'étudiants qu'on a imaginé pouvoir faire migrer vers la distance. C'est les étudiants que nous, on appelle en emploi ou à temps partiel. C'est ceux qui travaillent entre 60 et 80% et qui viennent faire un bachelor ou un master chez nous. Et eux, typiquement, ils ont des cours, ces fameux cours du soir, ils ont des cours le samedi matin. Donc, une partie de ces cours-là pourrait tout à fait être envisagée à distance. Ouais, et devrait même l'être. Il y a aussi un aspect de l'enseignement, c'est qu'on crée un réseau. C'est-à-dire les étudiants, ils sont avec des pairs qui demain seront des collègues ou disons des gens dans des réseaux professionnels qui pourront être utiles pour leur carrière. Et c'est clair que si tout le monde reste chez soi, on n'arrive pas à créer ce tissu de relations qui est essentiel pour un marché. Et très souvent, on apprend plus ça. Ce qu'on retient, c'est ses camarades, que les informations qu'on a apprises, surtout dans des métiers comme les nôtres, qui changent tellement, dans 10 ans, tout ce qu'on aura pu dire aujourd'hui sur le marketing aura vraiment évolué. Par contre, leurs amis seront demain des relais pour eux très importants.
Exactement, et c'est même les piliers sur lesquels ils pourront s'appuyer quand il y aura un autre truc aussi fou que le Covid. On a fait quoi? On a tous activé nos réseaux. Moi, j'ai activé mon réseau pour avoir des capsules d'experts. Je sais que j'ai des collègues qui ont fait la même chose dans leur cercle. Et puis, qui sont ces gens-là? C'est les gens avec qui on a partagé soit un bout de vie professionnelle, soit effectivement des études. Et finalement, on les garde, ces liens très forts qu'on se crée pendant les études. Et le lien social, il est fondamental. Et peut-être que là, pour faire une petite parenthèse, je pense que les degrés inférieurs ont complètement sous-estimé la force des visios, même pour les petits, en se cachant derrière le fait qu'ils n'avaient pas la technologie, pas des ordinateurs, etc. Mais il ne faut pas déconner, ils ont tous un smartphone dans la famille. Je veux dire, même un petit moment, même si c'est en différé, mais pour garder ce lien social, pour voir les autres. Et ça, je pense que c'est un des rôles de l'école qui est fondamental aussi. Donc, tout à distance, j'espère que non. Franchement, c'est un vœu pieux parce que aussi donner des cours face à des ordinateurs, il ne manque pas que l'apéro, il manque vraiment cette relation qu'on peut développer C'est pas moi qui l'ai dit les comme autres. ça. Je lis. C'est vrai que pour un enseignant aussi, ne parler pendant 1 heure devant un écran, c'est pas non plus très fun, hein. C'est pas fun du tout. Il n'y a pas cette relation avec les étudiants, on ne voit pas si vraiment ils ont compris, pas compris. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant, quoi. Voilà, le feedback est plus là, exactement. Et ce qu'il faut imaginer, c'est ce qu'on a dû créer avec les nouveaux scénarios de cours. Donc, quand on dit passer à distance, ça veut dire changer complètement la manière de faire. Si je peux parler face à 30 personnes sans problème parce que je peux les voir et je peux voir qui décroche, quand je suis en ligne, ça marche plus. Alors déjà, ça marche plus parce que la consigne chez nous était de couper les caméras, ce qui est un truc absolument dingue parce que du coup, on perd complètement le fil. Et ce qu'on a recréé, du coup, c'est des petits groupes. On les a remis dans des petites salles avec des groupes de 4, 5 pour que eux discutent entre eux. C'est aussi là qu'on apprend. Et là, on s'est rendu compte que quand on met des étudiants en groupe en classe, ils apprennent aussi des autres groupes parce qu'ils ont l'oreille. Quand on passe, nous, en tant qu'enseignants, entre les différents groupes, ils écoutent bien les feedbacks qu'on leur fait et puis chacun apprend du tout. Alors que là, en fait, je me rendais compte que même si la dynamique dans les groupes fonctionnait très bien, le fait qu'ils n'entendent jamais les commentaires que je faisais aux autres, en fait, moi, je faisais que de répéter toujours la même chose. Et ça, c'est complètement fou parce que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en classe, on le fait jamais. On a l'impression de répéter, mais non, parce qu'on va chaque fois un petit peu plus loin parce que les autres entendent les remarques. Donc, la classe est importante. Tu viens de lâcher une info intéressante, c'est celle de couper les micros et les caméras. Alors, puisqu'on s'est aussi retrouvé, en tout cas moi pour ma part, à enseigner aussi à distance durant cette crise, on va rappeler à notre audience que ce choix de couper les micros, de couper les caméras était principalement insufflé par les problèmes de bande passante. On nous a vendu l'idée que c'était peut-être à cause de la bande passante qu'il fallait ménager comme ça les canaux de distribution pour distiller nos cours. Mais c'est vrai que pour avoir fait cette expérience, avoir vécu cette expérience, c'était super frustrant de se retrouver en face d'une classe qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, à moins d'attendre des dizaines de secondes avant que les gens activent leur micro. Est-ce que là, par exemple, tu as l'impression qu'on ne s'est pas un petit peu trompé? D'abord, parce qu'on a tapé du sucre sur le dos de Swisscom parce qu'il y avait ces problèmes de bande passante, puis après, tout compte fait, ça pouvait arranger tout le monde et puis pas du tout l'enseignant dans cette histoire, parce que c'est peut-être le plus dur pour lui de se retrouver devant un mur. Un mur de lettres, moi je le dis toujours, parce qu'en fait, tous les systèmes de visio mettent les initiales des gens. Et c'est là que de nouveau, il y a plein d'études qu'on pourra faire, mais moi, j'ai trouvé quand même que j'avais beaucoup de consonnes et pas tellement de voyelles pour faire du Scrabble. Donc et c'est vrai que c'est là la solitude de l'enseignant, je veux dire, elle était terrible parce que effectivement, donc on pose des questions, personne répond, on doit attendre qu'ils réenclenchent leur micro, ils le font pas. Est-ce que les étudiants sont vraiment là ou est-ce qu'ils ont décroché en coupant le micro? Et en fait, ce que je me suis aperçue, et de nouveau, c'est de l'expérience, c'est de dire plus la séquence est courte, plus ils sont d'accord de rester, plus ils vont brancher le micro, plus la séquence s'allonge, plus il décroche. Et puis, un bon moyen de décrocher discrètement, c'est de laisser ses initiales, de couper son micro et puis de boire un café tranquille. Voilà. Après, moi, j'ai eu des belles expériences aussi. J'ai enseigné au master, donc à l'IMBA, où c'est des gens qui sont professionnels, qui font ça le samedi, qui ont des grosses charges de travail. Et puis, quand en cours, on voit que quelqu'un est en train de bercer son bébé à la fin du cours parce que certainement qu'il avait pleuré à un moment donné. Moi, je trouvais ça plutôt attendrissant en me disant tant mieux parce que finalement, lui a gagné du temps parce que le temps qu'il était au cours, il n'était pas avec sa famille. Pour nous écouter, finalement, ça suffisait parce que son bébé avait juste besoin qu'il le berce un peu. Et puis, j'ai trouvé ça plutôt attendrissant. Donc, finalement, il y a aussi du bon. Mais la présence et surtout le contact visuel, pour moi, il est fondamental. C'est le feedback qu'on a immédiat. Alors, du coup, si on n'a pas celui-là, il faut en trouver un autre à travers les outils.
Donc finalement, cette crise, elle a été une source d'opportunités extraordinaire parce que jamais ce secteur n'aurait changé de cette manière-là. Alors jamais année, on aurait entendu encore 15 ans. Oui, alors moi, pour dire, je forme les profs à utiliser les technologies, donc je sais que c'était pas acquis, hein, mais effectivement, je pense que ça a donné un immense souffle. Moi, j'ai juste peur qu'on l'oublie, j'ai juste peur que, alors chez nous, on n'aura pas le choix parce qu'on voit vraiment des opportunités du fait déjà que nos étudiants aient un portable. Ça a l'air de rien, mais ça simplifie vraiment la chose. Moi, j'ai plus peur pour le secondaire et le primaire, où les compétences de base devraient être acquises. Enfin, j'ai des enfants qui ont été scolarisés, donc déscolarisés. On a eu plein de bonheur et joie à travailler tous ensemble à la maison. Quel bonheur. Et c'est vrai que j'ai vu des lacunes graves dans l'éducation numérique qui leur a été donnée. Ils ne savaient pas envoyer un mail. Ou alors, quand ils envoyaient un mail, les consignes étaient tellement claires qu'un voulait recevoir sur Teams, l'autre un email pour de vrai, le troisième un partage dans OneDrive. Je veux dire, il faut imaginer que ces enfants-là, ils n'ont jamais eu besoin de faire ça. Et même si on retrouve la présence, même si on travaille ensemble, travailler avec ces outils numériques, ces outils digitaux. Alors, malheureusement, pour l'instant, on est encore un peu tributaire des GAFAM parce que c'est ceux qui tiennent bien la route avec soit Google Classroom, soit Microsoft Éducation. Mais c'est vrai qu'on a des outils aujourd'hui formidables et puis il faudrait les utiliser. Tes étudiants ont à peu près quel âge? Parce que c'est toujours intéressant, on dit toujours les jeunes sont vraiment aguerris à toutes ces technologies, mais comme tu disais justement, ils connaissent peut-être parfaitement comment envoyer une vidéo sur TikTok, mais peut-être ils connaissent quand même moins bien ces outils qui leur permettront demain, là ils sont dans le marketing, donc tu as trouvé que tu étais surprise de leur niveau ou niveau de connaissance? Totalement, mais plus tellement surprise parce que ça fait depuis 2016 que je mène des études longitudinales pour connaître un peu ce qu'ils font avec les outils et je fais des tests pour savoir un petit peu ce qu'ils font. Et pour moi, c'est clair et net, c'est un constat qu'on a fait, qu'on a mesuré vraiment. Alors, auprès de nos étudiants, c'est clair, mais ils n'ont pas les compétences qu'on pourrait attendre de ce niveau-là. Ça veut dire qu'ils savent très bien utiliser les outils pour se divertir, ils savent très bien comment fonctionnent tous ces outils, mais à partir du moment où on leur demande de travailler, de partager des fichiers, de donner des droits restrictifs à certains et à d'autres, de poster des vidéos, ce qu'ils nous demandaient de faire d'ailleurs, etc. On voyait qu'eux étaient démunis. Alors, pas tous, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y en a qui sont très à l'aise, il y en a qui sont même archi en avance. Donc, j'enseigne aussi à la filière informatique de gestion. Donc là, il y a quand même des stars qui nous parlaient avec des tas de mots qu'on ne comprend pas tout. Mais par contre, pour l'usage, je dirais bêtement, typiquement, là, on a fait énormément de vidéos. On a une étudiante qui est chez nous, on appelle, qu'est-ce qu'il faut dire, malentendante. Donc, vous imaginez la difficulté quand elle se retrouve face à des gens qui font que de parler par visio, c'est une catastrophe. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, toutes les vidéos qu'on produit, on peut les faire sous-titrer à la volée. Ça donne ce que ça donne. Et puis finalement, moi, j'ai été impressionnée du niveau de qualité, alors que c'est du français. On parlait de l'anglais à un moment donné qui allait très bien au niveau du français. Alors, c'est clair qu'il y a 2-3 mots valaisans qu'elle ne connaît pas, mais sinon, globalement, ça va très, très bien. Donc, on a des outils aussi aujourd'hui qui sont extraordinaires et qu'on doit faire découvrir à nos étudiants qui ne connaissent pas, par exemple, la dictée tout bêtement dans Word pour transformer le vocal en écrit. C'est un truc qu'ils n'utilisent pas. C'est là qu'on réalise qu'il y a effectivement beaucoup de solutions. On pourrait d'ailleurs passer l'après-midi à en parler, mais voilà, l'émission arrive déjà à sa fin. Merci beaucoup pour ce partage. Peut-être le mot de la fin, on parlait justement de ces technologies, de ces outils. On ne va pas revenir sur ce qui a un petit peu secoué le Valais avec le choix de certains outils qui ont été un petit peu remis en question. Mais si tu avais par exemple le trio de tête en tête des outils qu'il faut utiliser, que ce soit du côté enseignant, que ce soit du côté étudiant, lesquels tu mettrais en premier pour justement celles et ceux qui s'intéressent à revisiter l'enseignement et donc découvrir l'enseignement à distance, pour les inviter à tester ces outils, pourquoi pas tester à faire eux-mêmes du contenu en ligne. On a parlé de Moodle, on a parlé de Teams et tout ça. C'est quoi tes 3 préférés? Alors, je pense que ça dépend des usages. Typiquement, Moodle, c'est magnifique pour déposer, pour faire un syllabus, une structure de cours, mais par contre, il n'y a pas de visio et puis il y a très peu d'outils interactifs. Donc, lui, je le laisse un peu de côté parce qu'il sera en complément de tous les autres. Pour la visio, pour moi, c'est clair et net et j'en démords pas malgré les interdictions. C'est Zoom qui domine le marché, mais pas simplement parce que c'est Zoom, etc. C'est juste quelles sont les fonctionnalités qu'ils proposent et qui sont de classe géniales. On peut avoir 7 x 7 étudiants, donc 49 dont on voit la tête
tête quand on leur parle. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a une gestion de l'audio et une gestion de la caméra de chacun qui est extraordinaire, que j'ai jamais vu dans aucun autre outil. Donc ça, c'est mes deux gros points positifs. Et puis, il y a cette fonctionnalité qui s'appelle les breakout rooms, sauf erreur, qui permet en fait de mettre les personnes en petits groupes et de les récupérer, de les remettre, etc. Juste avec un bouton. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, j'avais l'impression d'être vraiment, j'avais le fouet là, chaf, puis je disais, allez-y, tac, ils partent, ils reviennent, etc. Mais quand on est gestion du temps en tant qu'enseignant, on n'a pas le choix, on doit vraiment donner le rythme. Et puis, on n'a pas le temps de perdre, ils reviennent pas, on les appelle, etc. Ça marche pas. Donc là, le fait qu'on puisse le faire de manière automatisée, même avec des groupes qu'on avait prédéterminés, c'est vraiment un superbe avantage pour enseigner. Ils pouvaient lever la main, etc. Et on voit que Teams, qui est le deuxième outil dont je vais parler, alors, il a le monstrueux avantage de faire partie de la suite Microsoft. Donc, quasiment toutes les écoles l'ont à disposition. Donc, c'est vraiment une grosse chance. Quelque part, depuis le 13 mars jusqu'à aujourd'hui, il y a eu tellement de fonctionnalités qui ont été ajoutées qu'aujourd'hui, il est pas mal, mais il reste encore en retrait principalement à cause de ces salles mais elles sont en développement. Donc moi, je vois un peu ce qui va venir. Donc ils ont vraiment amélioré la qualité de la vidéo, de l'audio. Le gros avantage de Teams, c'est qu'il est intégré dans notre solution. Ça veut dire que tous les étudiants y ont un compte avec leur nom, prénom, adresse de l'école. On peut très facilement leur créer des espaces où ils sont en groupe. Ça, c'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin d'attendre le moment X si on veut les prédéterminer ou de le faire de manière aléatoire. Donc, c'est vraiment des grosses fonctionnalités. Et en plus, on peut collaborer sur des fichiers Microsoft, donc du Word, de l'Excel, qui restent les outils de base de nos étudiants quand même. Voilà, ils travaillent avec Microsoft, faut juste être clair. Et puis le dernier que je citerai, alors il est gratuit, c'est de l'open. Cette fois, c'est Jitsi, qui est distribué sur plusieurs chez plusieurs prestataires, entre autres Infomaniac, il y en a un, donc le mythe de Jitsi. Et lui a l'avantage, évidemment, d'être en open, mais quand même de permettre d'avoir les données en Suisse, en fait. Donc, ça répond à toutes les problématiques qu'avaient les deux autres. Je crois que Microsoft a quand même réglé le problème en mettant les données à Zurich pour l'éducation, mais à creuser. Et puis, c'est vrai que là, on est chez nous, donc il y a plus de problèmes de protection des données. Par contre, c'est vrai aussi que même si la qualité est top, même si tout va bien, il manque certaines fonctionnalités pour enseigner. Après, c'est clair que quand on enseigne, on n'a pas besoin des mêmes fonctionnalités que quand on discute. Quand on est beaucoup, c'est pas la même chose que quand on est peu. Et quand on est le Conseil fédéral, on n'a pas besoin que tout le monde parle. Chez nous, on veut qu'il y ait le maximum de gens qui puissent parler. Donc, c'est vrai que ça change vraiment les usages. Les outils sont liés aux usages, en fait. Merci beaucoup Nathalie. J'espère que pour celles et ceux qui se posent la question de savoir quel outil choisir, je sais que vous êtes quelques-uns à nous regarder et qui êtes exactement dans cette situation de savoir mais vers quelle solution aller, parce qu'effectivement ça a été fait mais manu militari, tellement c'était intense au niveau timing. Eh bien voilà, vous avez maintenant un nom et une tête sur laquelle vous pourriez peut-être, pourquoi pas, compter pour vous faire aider, parce qu'effectivement, tu étais dans le vif du sujet. Merci beaucoup pour ce temps de partage, et puis on va te souhaiter bon cours pour la suite, parce que tu as des cours donc ce soir, puisqu'on est lundi, c'est ça? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir fini mes cours, donc maintenant, il ne reste plus que la partie correction examen, donc ça va. D'accord. C'est le logiciel qui fait tout ça. Ouais, si seulement. Ouais. Merci beaucoup Nathalie, puis on se voit très très bientôt. À bientôt, merci. Bye bye. Victoria, il est temps pour nous de se dire au revoir pour continuer cette journée. Ouais. C'était intense aujourd'hui, c'était très 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 instructif. Ouais, très intéressant, tout à fait. Alors on se réjouit de voir demain. On se réjouit de voir demain. Et puis si vous ne savez toujours pas pourquoi la question a été répondue, eh bien, c'est que vous avez peut-être loupé l'actualité de ce week-end, puisqu'effectivement, il y a eu des tonnes et des tonnes de pastiches et autres mèmes de cette fameuse vidéo qui a buzzé pour la voir carrément parler outre frontières. On va peut-être revenir sur ce phénomène un peu spécial qui a fait mousser la presse romande et internationale sur ce Suisse qui vous promet de gagner de l'argent et qui jette sa coupe de champagne sur des cyclistes. Mais bon, allez, on va continuer notre journée et on vous donne rendez-vous demain, même endroit et à 15h. Bye bye. Portez-vous bien.